Nous sommes en décembre 1988 lorsque des sacs poubelles vont être retrouvés sur un parking d'un hôpital français. En ouvrant ces sacs, les policiers découvrent alors l'horreur. L'enquête doit alors déterminer qui est cette femme en morceaux dans ces sacs et surtout qui est l'auteur de ce massacre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire française qui pourrait sembler être une histoire américaine tellement elle est folle. Vous allez voir, vraiment, elle m'a quand même un peu traumatisée, je vais pas vous mentir, parce que vous allez voir qu'il y a un acharnement sur cette femme retrouvée dans les sacs poubelles, un acharnement qui est vraiment dingue. Donc voilà. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes donc au mois de décembre 1988. Nous sommes en France et plus précisément dans la région du centre Val-de-Loire, dans la ville de Tours. Le mardi 13 décembre à 11 h, sur le parking de l'hôpital Trousseau de Tours, les agents d'entretien font leur ronde quotidienne lorsqu'ils vont tomber sur deux sacs poubelles. Ils étaient juste là, déposés au milieu des voitures. Dans un premier temps, ils vont se dire que ce ne sont pas ceux de l'hôpital car ces deux sacs sont bleus et ceux de l'hôpital sont gris. Les agents d'entretien vont alors décider d'ouvrir les sacs par curiosité et là ils vont faire la macabre découverte d'un corps découpé en morceaux. Le directeur de l'hôpital va alors être averti et va appeler la police qui arrivera rapidement sur les lieux. Ils vont alors noter que dans le premier sac se trouvaient deux bras et deux tibias. Dans le deuxième sac, ils trouveront un buste et comme le buste était doté d'une poitrine, eh bien les agents de police se diront qu'il s'agit d'un corps de femme. Mais voilà, il leur manque la tête, le bassin et les cuisses de cette femme. La police notera aussi que les sacs ont forcément été déposés ce mardi entre 9 h du matin et 11 h. Mais voilà, le lendemain matin, soit le mercredi 14 décembre, un centre commercial appelle la police. Ils ont découvert derrière le hangar un sac bleu qui contenait des restes de corps humains. La police se rend encore une fois sur les lieux et noteront qu'à l'intérieur du sac, il se trouvait le bassin et les cuisses de cette même femme. Mais voilà, le corps n'est toujours pas entier parce qu'il manque encore la tête de cette femme. Une enquête va alors être ouverte et malheureusement, dès le début, les policiers vont être face à un énorme mystère. Personne ne sait qui est la femme dans ce sac. En fait, il n'y a aucun moyen d'identifier la victime. Elle ne porte pas de vêtements, pas de bijoux, pas de tatouage, rien du tout. Et il n'y a même pas la tête pour essayer de la reconnaître. Donc vraiment, on ne sait pas qui est cette personne. Mais donc voilà, dans cette enquête, les policiers ne savent même pas par où commencer. Les médecins légistes vont reconstituer le corps pour essayer de rechercher chaque indice corporel qui pourrait permettre de l'identifier. Par contre, même une fois le corps rassemblé, eh bien, il était impossible de comprendre de quelle manière cette femme était décédée. Par contre, on remarquera que donc c'est une femme, qu'elle a été vidée de son sang, qu'elle a été lavée et qu'elle a des coupures qui viennent d'une lame assez fine, comme un scalpel ou une lame de rasoir au niveau des poignets. Donc on pense que c'est comme ça qu'elle a été vidée de son sang. En plus de ça, les médecins concluront à une mort qui est récente. Le peu de sang qui a été retrouvé sur le corps va donc être analysé. Et on se rendra compte que dans le sang, il y a des traces de médicaments. Donc il y a des traces d'un neuroleptique et d'un autre médicament qui n'a pas été identifié. Des experts viendront ensuite relever les empreintes digitales de la victime pour les comparer à leur base de données, mais ça ne mènera à rien. La victime n'était pas fichée, on n'a jamais pris ses empreintes digitales, donc évidemment, ça ne sert à rien de les comparer. Des experts viendront aussi relever les empreintes digitales de la victime pour les comparer à leur base de données. Mais voilà, ça ne correspond à rien. La victime n'a jamais été fichée pour quoi que ce soit. On ne lui a jamais pris ses empreintes digitales. Donc encore une fois, on est face à un mur. Les policiers décideront alors de mettre un article dans un journal qui paraît à Tours
pour essayer de décrire un maximum cette femme par rapport aux petites choses trouvées sur son corps, pour essayer de l'identifier, pour voir si n'y a pas quelqu'un qui pourrait reconnaître certains détails ou qui se dirait même oh tiens, ma mère, j'ai plus de nouvelles, ma soeur, j'ai plus de nouvelles, mon ami. Donc voilà, ils mettent un message dans le journal en attendant que peut-être il y ait des témoignages. Et voilà, 4 jours plus tard, les policiers vont recevoir un appel anonyme. Au téléphone, c'est une femme qui explique que la victime pourrait être une certaine Françoise Gendron, domiciliée à la Vallée Violette, qui est en fait un bloc d'appartements. Les policiers sonneront alors chez elle, mais personne ne répondra. Ils feront alors du porte-à-porte dans l'immeuble pour en savoir plus et on leur dira que cela fait plusieurs jours que personne n'a vu Françoise. Les voisins diront aussi que son chat était à l'intérieur de l'appartement et qu'ils s'inquiétaient pour lui. Parce que si Françoise n'était pas là, le chat devait avoir très faim et donc tout le monde se disait que c'était très triste pour ce chat. La porte de Françoise sera alors forcée. Les policiers remarqueront d'abord un certain désordre dans la cuisine. Il y avait des objets qui semblaient être tombés par terre. Les policiers auront aussi confirmation qu'il s'agit bien de l'appartement de la victime car ses empreintes digitales seront retrouvées un peu partout dans l'appartement. Françoise Gendron était en fait une femme vivant seule dans son appartement. Elle était divorcée et son fils était parti faire son service militaire. Malgré tout, c'était pas du tout une femme renfermée, elle était extrêmement sociale. Elle sortait beaucoup en boîte de nuit, elle connaissait vraiment très bien le monde de la nuit. Aussi, on sait que Françoise était au chômage et que donc elle touchait des aides de l'État qui lui permettaient de vivre. Pour en revenir à l'enquête, à la fin de la fouille de l'appartement, les policiers vont tomber sur un homme qui semble les observer. L'homme s'appelle Yves et il va dire être le petit ami de Françoise. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, mais quand même il est inquiet et comprend pas ce qui se passe à l'appartement de sa petite amie. Yves va leur dire aux policiers qu'il a vu Françoise le lundi 12 décembre, donc la veille de la découverte des sacs poubelles. Il dira que le lundi 12 décembre, il est parti travailler à 8h du matin et c'est à ce moment-là qu'il a vu Françoise pour la dernière fois. Il dormait chez elle, il s'est levé, il est parti et Françoise continuait sa nuit. Il dira aussi qu'il devait la retrouver le lundi au soir, mais que lorsqu'il est rentré chez elle, donc il avait un double des clés, il est rentré mais Françoise n'était pas là. Il avait alors préparé le repas pour lui et Françoise en l'attendant, puis il avait commencé à regarder la télé tout simplement. Il dira ensuite qu'à 20h ce soir-là, il a reçu un appel anonyme d'une femme disant qu'il ne devait pas s'inquiéter pour Françoise, qu'elle était partie à Fromentine pour 8 jours et que donc elle ne reviendrait pas d'ici 8 jours et qu'elle avait juste oublié de le prévenir. Fromentine, c'est en fait une ville du département de la Vendée qui se situe à 286 km de Tours. En fait, Françoise avait des amis qui vivaient là-bas et elle allait de temps en temps leur rendre visite, mais quand elle y allait, elle prévenait toujours Yves, chose qu'elle n'avait pas faite ce jour-là. Donc Yves ne va pas s'inquiéter pour la vie de Françoise parce qu'il sait où elle est, simplement il va être énervé, il va se dire « mais comment ça se fait qu'elle ne m'a rien dit ?» Enfin, il comprend pas et donc, comme il est énervé, il va balancer un plateau dans la cuisine et il y a des objets qui vont tomber au sol. C'est comme ça qu'on explique que lors de la fouille de l'appartement, on a retrouvé des objets au sol. Donc voilà, Yves n'est pas suspect, il vient d'apprendre à ce moment-là en fait qu'il est arrivé quelque chose à Françoise alors qu'elle la croyait partie, donc réellement il est sous le choc. Les policiers vont donc se poser beaucoup de questions. Qui était cette personne qui a téléphoné à Yves pour dire que Françoise était partie? Si cette personne, cette femme au téléphone, avait cette information comme quoi Françoise allait souvent à Fromentine, c'est qu'elle connaissait Françoise. Donc on se dit que sans doute la personne qui lui a fait du mal est quelqu'un qui fait partie de ses connaissances. Les policiers feront donc le tour des connaissances de Françoise et ils rencontreront un ami à elle qui était justement venu le jour de la mort de Françoise, donc le lundi. Il était en fait venu ce jour-là vers 10h du matin déposer du papier peint chez Françoise. Quand il a sonné à la porte, en fait c'est une femme qui lui a ouvert et qui lui a dit que Françoise était dans son bain. Il a donc attendu que Françoise revienne. Mais voilà, quand Françoise est revenue, elle était vraiment en état de choc. Elle a dit qu'elle était passée juste à côté de la mort parce que son sèche-cheveux était tombé dans son bain. En fait, Françoise va raconter que c'est son amie, donc la femme qui était chez Françoise et qui a ouvert à cet homme-là, qui est venue dans la salle de bain quand Françoise prenait son bain et qui, par accident, a fait tomber le sèche-cheveux dans le bain de Françoise.
Françoise aurait alors reçu un gros coup d'électricité, mais elle s'en serait sortie vivante, par miracle. Les policiers vont alors vérifier les dires de cet homme et ils retrouveront effectivement chez Françoise le sèche-cheveux qui avait d'ailleurs le fil dénudé. Les policiers se disent alors que la femme qui était chez Françoise ce jour-là peut être un suspect, une suspecte, et donc ils vont essayer de la retrouver. À ce moment-là, les policiers vont se renseigner sur qui peut venir comme ça chez Françoise assez régulièrement. Et plusieurs amis de Françoise vont dire aux policiers que cette fille pourrait être une certaine Sylvie Reveriego et que cette femme serait sans doute aussi la meurtrière. Au même moment, les policiers vont recevoir un nouvel appel anonyme qui vient toujours de cette même femme. La femme anonyme au téléphone dira que Sylvie lui a parlé et que Sylvie lui a dit qu'elle savait ce qui s'était passé. Sylvie lui aurait alors raconté que les auteurs du meurtre de Françoise étaient un certain Luc et un certain Michel. La femme au téléphone précisera même que Luc était en fait l'amant de Sylvie, donc Sylvie qui était la suspecte. Donc là, clairement, le prénom Sylvie revient plusieurs fois et on a 3 suspects. On a Michel, on a Luc, mais on a aussi cette Sylvie qui paraît étrange et qui, bizarrement, savait ce qui s'était passé. Les enquêteurs vont alors commencer à se renseigner sur cette Sylvie. En fait, Sylvie était une amie très très proche de Françoise, peut-être même sa meilleure amie, et on les voyait souvent en boîte de nuit toutes les deux. Elles faisaient la fête ensemble, mais avec 2 autres hommes, et ces 2 autres hommes étaient Michel et Luc. D'ailleurs, Michel et Luc étaient en fait des commerçants dans la ville de Tours. Sylvie, c'était une femme, une mère de famille divorcée et elle a une fille de 16 ans et un fils de 14 ans. Elle ne travaillait pas au moment des faits parce qu'elle avait un arrêt maladie à cause d'une sciatique. Avant ça, elle travaillait en tant qu'aide-soignante dans un hôpital à Tours. Sylvie passait alors une grande partie de ses journées chez Françoise et presque tous les soirs, elles sortaient ensemble en boîte de nuit. En fait, Françoise et Sylvie faisaient souvent les débuts de soirée dans des restaurants ou dans des bars, et puis en fin de soirée, elles allaient en boîte de nuit où elles faisaient la fermeture. On savait aussi que c'était souvent des hommes qui leur payaient leur soirée, qui leur payaient le restaurant, qui payaient les consommations en boîte de nuit, etc. Donc là, on comprend que Françoise, Sylvie, Michel et Luc étaient une bande d'amis qui avaient l'habitude de faire la fête tous ensemble. Mais voilà, la femme anonyme au téléphone qui avait appelé la police leur explique que selon Sylvie, Françoise se serait un petit peu embrouillée avec Michel et Luc parce que Michel et Luc auraient vendu des substances illicites et ils auraient volé des voitures. Et donc Françoise les aurait menacés d'aller tout dire à la police. Cette femme au téléphone dira ensuite que depuis des semaines, elle a observé que Sylvie était devenue totalement obsédée à propos de la mort de Françoise. Elle n'arrêtait pas de dire que Michel et Luc allaient la tuer et que Françoise devait partir de la ville et très vite. D'ailleurs, Sylvie aurait expliqué à cette femme anonyme la meilleure façon possible pour tuer Françoise. Elle aurait donc expliqué que si on voulait tuer Françoise, c'était assez simple, il suffisait de lui donner des médicaments sans qu'elle se rende compte, médicaments qui auraient pu la rendre inconsciente. Une fois inconsciente, Sylvie aurait dit qu'il suffisait juste de la vider de son sang. Mais Sylvie aurait aussi ajouté que solution encore plus simple, qui pouvait même passer pour un accident, était de jeter un sèche-cheveux dans le bain de Françoise. Et de plus, elle disait que pour qu'on ne reconnaisse pas la victime, il suffisait de soit lui couper la tête ou de lui enlever ses dents pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Donc là, c'est assez dingue. Ce que Sylvie a dit à cette femme anonyme, c'est exactement ce qui s'est passé. Françoise a bel et bien eu un sèche-cheveux dans son bain, Françoise a bel et bien été vidée de son sang, et surtout, elle a été retrouvée sans sa tête. Donc, le fait que Sylvie parle de tout ça déjà bien avant le meurtre, ça prouve qu'elle savait quelque chose et que même peut-être c'est elle la coupable. D'ailleurs, la femme au téléphone dira que son fils s'était rendu chez Sylvie le lundi, donc jour du meurtre. Son fils allait en fait jouer avec des enfants de Sylvie parce qu'ils étaient amis. Une fois à la maison de Sylvie, le fils de cette femme au téléphone aurait été aux toilettes et dans les toilettes, il aurait retrouvé des dents humaines. Et Sylvie lui aurait dit « Oh écoute, je sais pas comment ça s'est retrouvé là, on dirait des couronnes dentaires en or, mais écoute, je vais les récupérer, mais t'inquiète pas, c'est sans doute un ouvrier ou quelque chose comme ça. » Donc là, c'est quand même très
très bizarre et les policiers savent qu'ils sont sur la bonne piste. Et donc ils ont 3 suspects. Ils ont Sylvie, mais ils ont aussi Michel et Luc, en pensant que Michel et Luc avaient un réel mobile, c'était de tuer Françoise parce qu'elle voulait les balancer à la police. Mais bon, encore une fois, ce mobile, c'est selon les dires de Sylvie, donc on n'en est pas sûr non plus, mais si Sylvie dit vrai, eh bien, François s'était disputé avec ces 2 hommes-là. Les 3 hommes vont donc être interpellés 8 jours après l'assassinat de Françoise et ils vont être placés en détention provisoire. Michel et Luc vont être interpellés sur un chantier et vont être directement amenés à la police. Et c'est vrai que quand ils vont être interpellés, ils vont être un peu énervés, ils comprennent pas. Voilà, ils comprennent pas du tout pourquoi la police les arrête comme ça et c'est vrai que ça peut créer un peu d'énervement. Pour ce qui est de Sylvie, elle sera arrêtée à son domicile. Elle aura l'air surprise mais les policiers remarqueront qu'elle les regardait avec un regard un peu hautain. Sylvie acceptera néanmoins la perquisition à son domicile en disant aux policiers qu'elle n'a rien à se reprocher. Mais voilà, les enquêteurs retrouveront dans la salle de bain un portefeuille dans lequel se trouvaient 2 couronnes dentaires en or. Ils demanderont à Sylvie qu'est-ce que c'est, pourquoi elle a des couronnes dentaires dans un portefeuille à la salle de bain. Et Sylvie dira innocemment, je les ai trouvées et comme je savais pas quoi en faire, je les ai mis dans un portefeuille que j'ai laissé comme ça à la salle de bain. Donc elle dit, il n'y a rien de grave, je les ai juste trouvées. Mais voilà, dans une cachette qui se trouvait dans les carrelages qui composent la baignoire, les policiers vont y trouver un pot rempli de bijoux. Et d'ailleurs, ils reconnaîtront directement les bijoux de Françoise car son petit ami leur avait décrit plutôt les bijoux qu'elle avait l'habitude de porter. Sylvie sera alors interrogée là-dessus et elle dira qu'elle ne comprend absolument pas comment ces bijoux se sont retrouvés là, qu'elle ne sait pas du tout et qu'elle est aussi surprise que les policiers. Les policiers retrouveront aussi des taches un peu brunâtres sur les tuyaux proches de la baignoire et ces taches ressemblaient à des gouttes de sang qui avaient été comme oubliées. Sylvie sera donc arrêtée et amenée dans les locaux de la police judiciaire de Tours. Elle sera interrogée et presque directement elle dira qu'elle accepte de tout avouer. Elle dira alors qu'elle n'a pas tué Françoise mais que par contre le crime a bel et bien eu lieu chez elle. Elle dira qu'en fait son rôle avait été d'attirer Françoise chez elle, de lui donner des sédatifs et de la livrer ensuite à Luc et à Michel qui voulaient justement la tuer à cause de la dispute qu'ils avaient eue ensemble. Donc voilà, selon elle, elle aurait endormi Françoise, laissé ses clés dans la boîte aux lettres. Luc et Michel seraient arrivés, ils auraient fait le sale boulot, se seraient débarrassés du corps. Et ensuite, après ça, Sylvie serait rentrée chez elle comme si de rien n'était. Michel sera alors interrogé dans la salle à côté. Les policiers décident de ne pas lui dire pourquoi il est arrêté et vont lui poser certaines questions. Ils vont lui demander s'il était en ville la semaine dernière, il va dire oui. Ils vont lui demander s'il a lu le journal de Tours, il va dire oui. Et les policiers vont lui dire « Est-ce que vous avez vu quelque chose de spécial dans le journal ?» Michel va réfléchir et à un moment donné, il va dire « Ah oui, j'ai vu qu'une femme à Tours avait été assassinée et retrouvée dans des sacs poubelles et que vous cherchez justement son identité. » Il dit « C'est quand même dingue, mais il rigole un petit peu en disant « Oh, si ça se trouve, c'est un chirurgien de l'hôpital qui se serait trompé, qui aurait mis des sacs poubelles dehors alors que les sacs poubelles devaient être autre part. » Mais donc voilà, Michel semble pas du tout inquiet, il parle de ce fait divers. Mais il sait même pas s'il est interrogé par rapport à ce fait divers. Il dit juste que oui, il a remarqué ça, mais c'est tout. Donc les enquêteurs, pour le tester, vont décider de lui montrer les photos du corps démembré de Françoise. Et là, Michel va être extrêmement choqué. Il n'était absolument pas prêt à voir ces photos. En plus de ça, on va lui dire que la victime est Françoise. Et là, Michel va être encore plus choqué. Mais pire encore, il apprendra que l'accusé, eh bien c'est lui. Donc là, Michel se met dans un état pas possible et il dit que c'est impossible qu'il soit accusé, que Françoise c'était une de ses meilleures amies, qui s'entendait super bien et qui comprend pas à quel moment il aurait pu lui faire une chose pareille. Donc oui, pour Michel, c'est l'incompréhension la plus totale et quand les policiers vont lui parler d'une dispute qu'ils auraient pu avoir, eh bien Michel ne comprend toujours pas. Il va dire que non, il n'a jamais eu aucune dispute avec Françoise et qu'il avait aucune raison de la tuer et que même il pouvait pas tuer quelqu'un, c'était impossible, donc il ne comprend pas. La même entrevue va avoir lieu avec Luc, donc le deuxième homme, et sincèrement, l'entrevue va se passer exactement de la même façon qu'avec Michel. Les réactions seront presque les mêmes.
Donc là, les policiers comprennent que réellement, ce ne sont pas eux les coupables et pour vraiment être sûr, on va leur demander leur alibi et les deux hommes ont un alibi qui va être confirmé, donc vraiment, ils vont être rayés de la liste des suspects. De plus, c'est peut-être une petite anecdote, mais quand même, eh bien, les videurs de boîtes de nuit qui avaient fréquenté Michel et Luc diront que c'était pas du tout des hommes violents qui ont jamais été pris dans des bagarres ou des grosses disputes en boîte. Jamais, c'était des gens très respectueux, très gentils et qui devenaient pas complètement dingues à cause de l'alcool. Ils restaient toujours des gens respectueux. Donc voilà, on est sûr que ce ne sont pas eux, donc il reste un suspect et ce suspect, évidemment, c'est Sylvie. Donc évidemment, la personne la plus louche dans cette affaire, c'est Sylvie. Et elle a raconté à la femme qui avait appelé anonymement la police comment tuer Françoise. Elle avait parlé du sèche-cheveux, elle avait parlé de la vidée de son sang, elle avait même inventé la dispute entre Françoise et les deux hommes. Donc clairement, elle est de plus en plus suspecte. Elle va donc être réinterrogée et mise au pied du mur. Et là, elle craque complètement. Et elle dit qu'elle ment depuis le début et qu'en fait, c'est bel et bien elle qui a tué Françoise, que c'est la seule coupable et qu'elle est d'accord de tout raconter aux policiers. Voilà alors le scénario. Nous sommes le lundi 12 décembre 1988. Sylvie se rend alors chez Françoise dans le but de la tuer. Elle dit qu'elle s'était réveillée ce matin-là avec l'envie de tuer Françoise, qu'elle s'était dit en se réveillant c'est aujourd'hui, et dira même qu'en fait elle voulait la tuer parce qu'elle ne supportait plus les jérémiades de Françoise, selon ses mots. Mais voilà, en arrivant chez Françoise, elle trouve son amie dans son bain. Elle tente alors de l'électrocuter en mettant le sèche-cheveux dans l'eau. Mais voilà, ça ne marche pas, Françoise se fait un petit peu électriser, mais pas du tout électrocuter. Et donc, face à ça, Sylvie va dire « Oh mince, c'est un accident, je suis vraiment désolée » et va faire mine d'avoir eu peur pour la vie de Françoise. Entre-temps, l'homme qui devait venir mettre le papier peint arrive et donc Sylvie va dire à Françoise « Bah écoute, viens chez moi, comme ça on le laisse travailler et puis on passe un temps ensemble ». Françoise arrive alors chez Sylvie et l'excuse était en fait que Sylvie, qui confectionnait des vêtements, voulait lui faire essayer une chemise qu'elle lui avait confectionnée. Mais d'abord, Sylvie va proposer un thé à son amie et Françoise va accepter. Sylvie va alors mettre des médicaments dans le thé. Médicaments qui avaient donc pour but de rendre Françoise complètement inconsciente. Ça marche et Françoise se met alors un petit peu à somnoler. On est fin de matinée et les enfants de Sylvie vont bientôt rentrer pour manger à la maison. Sylvie propose alors à Françoise d'aller un peu s'allonger dans son lit. Les enfants arrivent enfin pour manger. Sylvie mange alors avec eux et elle leur dit que voilà, Françoise est à la maison, mais qu'elle se sent pas bien, donc elle est allongée dans le lit et que sans doute c'est parce qu'elle a trop bu la veille. Une heure plus tard, les enfants retournent à l'école et Sylvie se retrouve à nouveau seule à la maison avec Françoise. Elle va alors aller voir Françoise et elle va l'entraîner dans la salle de bain. Elle va dire à Françoise qu'elle va lui faire couler un bain et que sans doute ça lui fera du bien, mais qu'avant ça elle va lui donner un thé parce que sans doute ça va encore plus lui faire du bien. De thé c'est bien, ça élimine les toxines, donc elle va lui en redonner un. Attention, c'était pas un thé normal, c'était encore une fois un thé piégé aux médicaments. Françoise, qui est entre l'éveil et le sommeil, va entrer dans son bain et une fois immergée, Sylvie va lui mettre la tête sous l'eau. Sylvie pense alors qu'elle a noyé Françoise parce que Françoise ne se débat plus. En réalité, elle n'est pas encore morte, mais elle va ressortir Françoise de l'eau et à ce moment-là, elle va prendre un scalpel qu'elle avait justement mis dans sa salle de bain. Si vous vous demandez d'où venait ce scalpel, eh bien rappelez-vous que Sylvie travaillait dans un hôpital, travaillait plutôt, et elle avait justement volé ce scalpel à l'hôpital. Avec ce scalpel, Sylvie va ouvrir les poignets de Françoise pour qu'elle se vide de son sang. Une fois que le sang aura arrêté de couler et que Françoise semblait être totalement vide de sang, Sylvie va ouvrir le bouchon du bain et toute l'eau ensanglantée va repartir dans les égouts. À ce moment-là, Sylvie va essayer de découper le corps de Françoise avec le scalpel, mais elle n'y arrive pas. Elle décide alors d'emballer le corps de Françoise dans une couverture et de le mettre sur le balcon de sa chambre. Elle nettoie alors la salle de bain, ses vêtements, ses chaussures et les enfants reviennent de l'école. Entre-temps, Sylvie va donc appeler le compagnon de Françoise, Yves, pour lui dire de ne pas s'inquiéter parce que Sylvie est partie voir des amis pendant 8 jours.
Ce soir-là, Sylvie organise une fête à son domicile. Elle fête en fait les 14 ans de son fils et c'est comme ça que le fils de la personne anonyme au téléphone s'était rendu chez Sylvie ce soir-là. Il y a une dizaine de personnes qui doivent donc venir à la maison et puis il y a aussi la maman de Sylvie, donc la mamie de son garçon qui doit venir, sauf que Sylvie a prévu d'aller la chercher en voiture. Une fois chez sa maman, elle en profite alors pour lui emprunter le grand couteau de chasse de son père ainsi qu'un hachoir. L'anniversaire se passe bien, Sylvie est heureuse, bien qu'à un moment elle dira « Je me suis foutue dans une drôle de galère ». Mais par contre, elle ne dira rien de plus. Nous sommes maintenant le mardi 13 décembre, la nuit est passée, la matinée commence et les enfants de Sylvie partent à l'école. C'est donc à ce moment-là que Sylvie va décider de passer à l'action et de découper le corps de Françoise qui se trouve donc sur son balcon. Elle commence alors par lui couper la tête avec le couteau de chasse de son père. Elle met alors la tête sous un seau sur le balcon pour ne plus la voir. Sylvie met alors sa blouse blanche d'aide-soignante et se met à découper le corps de 7h30 du matin à 9h30. Elle met donc les morceaux du corps dans des sacs poubelles et à un moment donné, elle n'a plus de sacs poubelles, donc elle décide d'aller faire des courses au magasin pour acheter des sacs poubelles, mais aussi pour acheter la nourriture pour le repas du midi. Vers 11h, une fois les sacs remplis, elle décide de se rendre à l'hôpital pour en déposer 2 sur le parking. Il reste alors encore un sac poubelle, mais il est midi et Sylvie doit attendre ses enfants qui rentrent manger à la maison. Mais voilà, c'est très glauque, mais sur le temps de midi, eh bien Sylvie va demander à son fils s'il peut l'aider à descendre un sac poubelle jusqu'en bas de l'immeuble parce qu'il est lourd et qu'elle a mal au dos. Donc son fils s'exécute sans se douter une seule seconde que dans les sacs poubelles, il y a des restes humains. C'est donc après ça, une fois ses enfants partis, que Sylvie ira déposer le dernier sac poubelle devant le hangar d'un magasin. Mais voilà, il reste toujours la tête de Françoise qui est sous un seau sur le balcon. Elle va alors le garder 3 nuits encore et chaque soir, comme un rituel, elle va aller s'acharner sur la tête de Françoise en tapant dessus avec un marteau. En fait, elle avait un peu pour but de mettre en bouillie la tête pour pouvoir la jeter dans les toilettes. Donc à chaque petit morceau qui se décrochait, eh bien, elle le jetait dans les toilettes. C'était vraiment sa technique pour essayer de s'en débarrasser. Mais aussi, si elle s'acharnait tellement sur cette tête, c'est parce que vraiment, cette tête l'agaçait énormément. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en interrogatoire, à chaque fois que la police parlait de cette tête, eh bien, Françoise se mettait en colère. Donc quand elle parlait des restes humains qu'elle a découpés, qu'elle a mis dans les sacs poubelles, eh bien, Françoise parlait de ça normalement, mais quand on évoquait la tête de Françoise, elle se mettait en colère. Donc Sylvie essaye alors de se débarrasser de la tête en mettant dans les toilettes toutes les parties qui s'en détachent. Mais voilà, le crâne reste toujours entier et là, elle va alors décider de mettre la tête au four à 350 degrés. La tête a alors cuit toute la nuit et le lendemain, le vendredi 16 septembre, donc 5 jours après le crime, elle s'est débarrassée de la tête et l'a jetée dans la rivière lorsqu'elle passait à côté pour aller conduire son fils chez son père. Elle a jeté la tête devant son fils et quand il lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais, maman ?», elle répondra simplement à son fils qu'elle jette dans la rivière des détritus qui sentaient beaucoup trop mauvais. Après l'aveu, les policiers retrouveront la tête dans la rivière et le crâne pourra alors être reconstitué par le médecin légiste qui confirmera alors tout le récit de Sylvie. C'est comme ça que le mardi 21 décembre, Sylvie sera inculpée de meurtre avec préméditation. Et pour seul mobile, Sylvie répétera encore et encore que Françoise l'exaspérait. Par contre, Sylvie dira aussi qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a fait ça, elle ne sait pas vraiment expliquer son geste. Sylvie se fera alors suivre par 2 psychiatres qui tenteront d'expliquer son état mental. Ils se rendront alors compte que Sylvie avait l'air tout à fait lucide, qu'elle était cohérente dans son discours et qu'elle pouvait même détailler certaines choses. Les médecins diront alors qu'elle n'avait pas l'air de souffrir d'une maladie mentale ou même d'un déficit intellectuel. On se demandera alors comment une femme qui à la base paraissait équilibrée, lucide, qui paraissait même méthodique, a pu réaliser un geste pareil. Les psychiatres iront alors voir du côté du passé de Sylvie pour voir si elle a vécu certains traumatismes. Ils se rendront compte que petite, Sylvie souffrait de polio et que donc elle avait beaucoup de mal à marcher et que pendant sa scolarité, eh bien,
elle s'était faite beaucoup moquer d'elle par les élèves qui l'appelaient jambe de bois. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué Sylvie et qui lui a fait perdre une énorme partie de sa confiance en elle à cette époque, mais aussi pour le reste de sa vie. On sait aussi que Sylvie et Françoise se sont rencontrées à l'âge de 16 ans et que dès le début, elles ont été très amies et qu'elles sont vite sorties à des soirées ensemble. On apprend que Françoise était une femme très extravertie et que Sylvie était plus discrète à l'époque et que donc Françoise prenait déjà un petit peu le lead. On sait aussi que Sylvie a arrêté ses études assez tôt, vers l'âge de 16 ans, et qu'elle s'est lancée dans la couture, dans une usine, mais que l'entreprise a fermé, elle a fait faillite assez vite. Entre-temps, Françoise, elle, était partie vivre à Tours, donc une ville non loin de là, mais quand même. Donc elles avaient perdu un petit peu contact et Françoise, de son côté, a fondé une famille. Sylvie, de son côté, va elle aussi former une famille et elle va apprendre le métier d'aide-soignante. Elle va ensuite travailler dans un hôpital du côté de Chinon. Par contre, à un moment donné, elle va divorcer de son mari parce que son mari l'avait trompée et là encore, Françoise va extrêmement mal le vivre. Elle va être très triste et elle va encore perdre de la confiance en elle. C'est à ce moment-là qu'elle s'installe à Tours, ville dans laquelle elle va retrouver son amie d'enfance, Françoise. De nouveau, à ce moment-là, Françoise et Sylvie vont décider de sortir en boîte de nuit ensemble comme quand elles étaient jeunes. Sylvie va alors passer de sa vie rangée avec des enfants et son conjoint à une vie totalement différente, une vie de fêtarde. Les deux femmes vont alors sortir absolument tous les jours et grâce au contact de Françoise, eh bien quand elles sortent, les deux femmes se font quasiment tout payer, donc le restaurant, l'entrée en boîte, leur consommation. Faut savoir que Françoise avait quand même pas mal de contacts. Mais voilà, ce qu'on va découvrir, c'est que plus le temps va passer, eh bien plus Sylvie et Françoise vont devenir rivales. Elles restent amies, mais elles sont rivales et on apprend que Françoise, oui, elle faisait connaître beaucoup de gens à Sylvie, mais par contre, les meilleures connaissances, les gens qui étaient les plus intéressants, eh bien, elle les présentait pas forcément à Sylvie, elle gardait ses contacts pour elle. Aussi, on apprend que les deux femmes aimaient bien draguer en boîte et que dès que quelqu'un se faisait draguer, eh bien, l'autre devenait souvent assez jalouse. Et d'ailleurs, Françoise se faisait plus souvent draguer parce qu'elle connaissait plus de monde et qu'elle était plus extravertie aussi. Et donc, Sylvie était très souvent jalouse. Mais voilà, malgré toute cette rivalité, eh bien, Sylvie et Françoise passaient toute leur nuit ensemble et souvent même toute leur journée. En fait, ce que Sylvie dira, c'est qu'elle détestait Françoise presque autant qu'elle l'aimait. En fait, elles étaient très fusionnelles, mais Sylvie trouvait que Françoise était beaucoup plus heureuse qu'elle dans sa vie et donc ça la dérangeait. Elle était vraiment jalouse. Aussi, Françoise, qui était plus extravertie, semblait un petit peu profiter de Sylvie. Françoise lui empruntait assez souvent de l'argent, elle ne lui remboursait quasiment jamais. Et aussi, parfois, Françoise vendait ce que Sylvie confectionnait, les vêtements qu'elle confectionnait, mais elle gardait l'argent pour elle, elle oubliait de lui donner sa part. Donc les psychiatres vont se dire que quand même Sylvie n'a pas l'air totalement équilibrée. Ils vont demander à ce qu'elle passe une IRM pour voir s'il n'y a pas quelque chose de défaillant dans son cerveau, mais non, tout allait bien, son cerveau se portait à merveille, j'ai envie de dire. Par contre, les psychiatres découvriront que Sylvie se faisait assez souvent des cocktails de médicaments qui étaient destinés à la faire maigrir. Les toxicologues étudieront alors son cas et ils remarqueront que cette association de médicaments était assez dangereux pour le cœur. Ils diront aussi qu'au niveau psychique, ces médicaments pouvaient provoquer des démences, mais seulement chez quelqu'un qui avait déjà des prérequis, donc quelqu'un qui pouvait déjà être victime de petites démences à la base, ce qui n'était pas le cas de Sylvie. Par contre, on remarque que ces médicaments peuvent provoquer des troubles de l'humeur, et d'ailleurs la maman de Sylvie dira que sa fille avait pas mal maigri et que depuis, elle ne la reconnaissait pas. Sylvie était en fait devenue assez agressive, un peu avec tout le monde, aussi avec ses propres enfants. Les médecins diront aussi que ces médicaments peuvent donner des troubles de la mémoire sur des événements du passé, donc la personne qui prend tous ces médicaments peut avoir des grosses pertes de mémoire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le médecin qui avait prescrit ces médicaments à Sylvie sera interdit d'exercer pendant 3 mois par l'ordre des médecins. Mais bon, on se dit que ces médicaments ne sont sans doute pas à la base de cet acte, parce que Sylvie se rappelle de tout. Oui, elle peut avoir des petits changements d'humeur, mais pas de là à tuer quelqu'un. Donc, ces médicaments, on n'a pas l'impression qu'ils sont à l'origine du meurtre. Par contre, nous sommes maintenant quelques jours après l'aveu de Sylvie, et là, Sylvie va totalement changer. Elle va être présentée à son avocate, et à son avocate,
Elle va paraître totalement perdue, elle dit qu'elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Elle dit qu'elle ne comprend pas du tout pourquoi elle est en prison. On va alors lui montrer ses interrogatoires et elle dit qu'elle ne se reconnaît pas, que selon elle, c'est impossible qu'elle ait fait un geste pareil. Pour son avocate, Sylvie avait l'air sincère, elle semblait dans un état de dissociation totale. Elle n'était plus la même personne froide que les enquêteurs avaient rencontrée. En fait, d'un coup, elle semblait être redevenue elle-même. En fait, Sylvie va vraiment dire qu'elle n'a pas pu commettre cet acte et qu'elle ne se reconnaît absolument pas dans cet acte vraiment monstrueux. D'ailleurs, même les psychiatres croiront Sylvie dans le fait qu'elle dit ne pas se souvenir de ce qui s'est passé avant. Elle avait vraiment l'air sincère quand elle disait tout ça. Par contre, on n'est pas face à une amnésie qui est due aux médicaments qu'elle prenait pour maigrir, sinon ça aurait été le cas déjà avant. Mais là, on pense que c'est plutôt une amnésie parce que son corps, sa tête, ne peut pas supporter tout ça. On pense que c'est un moyen de se protéger, un moyen que le corps a trouvé de se protéger, de la mettre dans une amnésie. Elle ne peut plus croire qu'elle a bien pu faire ça. Malgré tout, Sylvie dira quand même se souvenir de plusieurs choses. Elle dira se souvenir de l'anniversaire de son fils et elle dira aussi se souvenir d'avoir jeté quelque chose dans la rivière. Dans sa tête, c'était pas du tout la tête justement de Françoise. Pour elle, c'était des détritus, comme elle l'a dit à son fils. Donc elle a vraiment ces souvenirs qui lui reviennent, mais elle oublie totalement qu'elle a pu commettre un meurtre. Finalement, les psychiatres diront que Sylvie a une personnalité hystério-perverse, mais qu'elle ne souffre pas de pathologie mentale. Donc elle peut être reconnue responsable de ses actes et un procès va alors pouvoir s'ouvrir. Le procès s'ouvrira à Tours le 24 juin 1991 et Sylvie plaidera coupable. Par contre, elle continue de dire qu'elle se souvient de rien et dit qu'elle n'a pas pu faire ça même si elle sait pertinemment, ou en tout cas elle le croit, qu'elle l'a fait. Au cours du procès, Sylvie répondra à chaque question en disant « je ne sais pas ». Mais à la fin du procès, Sylvie sera finalement condamnée à la prison à perpétuité. Mais on sait, en France, la perpétuité n'existe pas, donc déjà à ce moment-là, on le sait, un jour elle sera libre. C'est alors en août 2009 que Sylvie quittera le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et qu'elle pourra commencer à avoir une vie en dehors de la prison, bien qu'elle sera sous contrôle judiciaire. Depuis, Sylvie a un suivi psychologique et elle vit assez loin de la ville de Tours pour pas qu'on ne la reconnaisse. Et aussi, elle enchaîne des petits boulots. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire vraiment atroce qui m'a quand même pas mal choquée parce que c'est dingue comment cette femme a pu d'un coup faire un geste aussi horrible. C'est encore très compliqué de l'expliquer aujourd'hui. C'est vraiment... ça lui a pris, ça a été une colère dingue et après, elle ne s'est plus souvenue de rien. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, donnez-moi votre avis. Et puis sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!